Ce qui fait que le mouvement des Gilets jaunes est à part, c'est principalement deux choses. Premièrement, sa spontanéité. Pour la première fois, le mouvement ne passe pas par des représentations syndicales. Il n'organise pas des grèves dans un secteur particulier. Il s'est naturellement auto-organisé en deux grandes formes. Une partie, ceux qui peuvent, qui sont essentiellement en province, qui va bloquer des points stratégiques comme des ronds-points ou des péages pendant toute la semaine pour faire durer les effets du blocage. L'autre, il va surtout faire une démonstration plus musclée chaque samedi du mois, c'est-à-dire durant leur week-end, donc sans entraîner de pertes financières pour eux sur la durée. Mais t'arrêtes de faire du bruit quand j'enregistre ? Mais il est con ce chien, c'est pas possible. C'est-à-dire durant leur week-end, donc sans entraîner de pertes financières pour eux sur la durée. Et ça entraîne une différence de taille. Cette fois-ci, le temps joue contre le gouvernement et non pas contre les manifestants. Si nécessaire, le mouvement peut perdurer des années avec une mobilisation seulement au week-end, sans que ceux qui y participent en arrivent à être obligés de reprendre le boulot pour pouvoir manger à la fin du mois. Mais en plus de ça, chaque jour qui passe, la facture s'alourdit considérablement pour l'économie du pays, et le gouvernement ne peut donc pas rester immobile en attendant que les choses se tassent, comme il a pu le faire systématiquement par le passé. Mais aussi, et je sais que ce point-là sera plus controversé, il a occasionné des dégradations de grande ampleur dans la capitale. Et qu'on le veuille ou non, sans ça, le mouvement n'aurait probablement pas pu s'enraciner autant dans la durée. C'est ça qui a contraint le gouvernement à prendre la mesure de mouvement et commencer à y réagir. Alors je sais que ça va sembler contradictoire que je dis ça, parce que habituellement dans mes vidéos je promeus toujours les moyens pacifistes. Donc je vais clarifier ma position sur le sujet pour qu'on se comprenne bien. Mon point de vue, c'est que l'idéal démocratique dont on a hérité de la Révolution française vise précisément à permettre au peuple de faire respecter sa volonté de la manière la plus pacifiste possible. Dans l'idée, la démocratie républicaine vise à faire en sorte qu'en cas de désaccord entre le peuple français et les décisions prises par ses dirigeants, il existait des institutions et des droits permettant d'imposer la volonté du peuple à l'exécutif. C'est à ça que servait le principe d'élection. À la différence d'une monarchie, si le peuple n'était pas en accord avec le pouvoir, il avait régulièrement l'occasion d'en changer, et dès lors, plus besoin d'en arriver, comme au cours du XVIIIe et XIXe siècle, à une guerre civile. Sur le papier, ça tient la route, mais dans les faits, on a tous constaté que ça ne suffisait pas, du moins que ça ne suffisait plus relativement aux exigences de notre époque. On est depuis un bon moment dans une crise démocratique, dont une des premières causes est notre appartenance à l'UE, mais je reviendrai pas là-dessus ici, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On a une forte tension entre un peuple qui veut une certaine direction politique et des dirigeants qui nous en imposent une autre à grand renfort de pédagogie pour nous expliquer qu'ils savent mieux que nous ce dont on a besoin, ce qui est stricto sensu un mode de gouvernance qu'on appelle despotisme. Donc on est dans une situation que les penseurs de la Révolution auraient qualifiée de dérive tyrannique. Le pouvoir impose au peuple une politique dont il ne veut pas. Et par avance, on peut nuancer des degrés dans ce que j'appelle ici la tyrannie. C'est pas parce que je dis qu'on est dans une situation de dérive tyrannique que je considère que la France c'est la Corée du Nord. Donc ton commentaire salé tu te mets dans le cul, merci. C'est cette situation qui est particulièrement dangereuse, parce que tôt ou tard, ça finit toujours par péter. Mon constat, c'est donc qu'un changement majeur de politique est inévitable à relativement court terme, du terme de tout un jeu de causalité sociale systémique. Et la question, c'est donc de savoir comment on peut faire pour s'assurer qu'ils surviennent le moins brutalement possible. Avec d'un côté du spectre la solution que je considère idéale, à savoir parvenir à utiliser les élections pour faire élire quelqu'un qui nous donnera les outils dont on a besoin pour décider nous-mêmes et pacifiquement de la politique dont on veut, et de l'autre côté du spectre, le scénario que je considère catastrophique, à savoir un soulèvement violent du peuple, possiblement du type guerre civile, qui va avoir un bilan humain terrifiant et va entraîner une longue période d'instabilité politique qui, elle-même, appellera à des régimes de type dictatoriaux pour tenter d'y rétablir l'ordre. Donc oui, dans l'idéal, je défends de passer par les urnes afin d'utiliser le peu de démocratie qu'on a encore pour obtenir un système démocratique digne de ce nom. Et oui, également, je considère, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, que de toute façon le soulèvement violent ne peut pas aboutir à renverser le gouvernement comme ça a pu être le cas lors de la Révolution française, tout simplement parce que le gouvernement y est lourdement préparé et que nous, on est désarmés. Alors est-ce que de là, je devrais critiquer les dégradations occasionnées par le mouvement Gilets jaunes et rejoindre les rangs de ceux qui appellent au calme, à la raison et au pacifisme? Eh ben sûrement pas. Bien sûr, j'encourage pas non plus le vandalisme, mais de fait, on est bien dans une dérive de nature tyrannique, et le peuple a donc un droit naturel, et même, figurez-vous, un droit constitutionnel, d'imposer sa volonté au gouvernement. S'il y a des violences et des dégradations, c'est tout simplement parce que le gouvernement ne laisse aucun autre recours aux Français pour se faire entendre. C'est donc l'exécutif, et non pas les manifestants, qui portent directement la pleine responsabilité des dégâts et des victimes occasionnées. Si au lieu de diaboliser les manifestants et de faire la sourde oreille, Macron avait respecté le principe de démocratie inscrit à l'article 3 de la Constitution et avait par exemple organisé un référendum sur la mesure dont il était question, est-ce que les Gilets jaunes auraient eu besoin de descendre dans la rue? Et si à défaut d'un référendum maintenant, tous les dirigeants de ces 30 dernières années avaient su réagir aux mouvements sociaux de sorte à en satisfaire au moins les revendications les plus raisonnables, est-ce que le soutien populaire au mouvement n'aurait pas dû s'effondrer suite aux premières dégradations? Si ça n'a pas été le cas et que les gens ont continué de soutenir les Gilets jaunes malgré les dégradations, c'est parce que cette violence est perçue comme légitime. Et elle est perçue légitime parce qu'elle est rendue légitime par le pouvoir lui-même, du fait qu'il en a fait l'unique recours pour se faire entendre. Contrairement à ce que certains représentants du gouvernement ont le culot de dire, c'est pas le mouvement qui est antidémocratique,
C'est justement la carence de démocratie qui a donné lieu à un mouvement d'une telle virulence. En inversant les causes comme ils le font, ils cherchent à nous faire croire que la démocratie serait le problème, comme quoi ça marcherait pas bien parce que certains joueraient pas le jeu et que ce seraient les manifestants qui chercheraient à imposer tyranniquement leur volonté alors qu'ils ne représenteraient qu'une minorité. Mais en réalité, la démocratie, c'est la solution, pas le problème. D'ailleurs, dans le scénario d'une démocratie parfaite, le droit de manifester n'aurait qu'un rôle purement symbolique, puisque ce serait même plus nécessaire de descendre dans la rue pour faire entendre une revendication. On a des manifestations justement parce qu'il nous manque des outils et des institutions pour se faire entendre diplomatiquement. Et on en arrive à des dégradations ou des violences lorsqu'on constate que même la manifestation ne suffit plus. Alors oui, la violence, c'est mal. Merci en passant au journalisme français de nous avoir rappelé cette tautologie avec abondance. Seulement la violence, ou plus précisément le recours à la force, c'est parfois légitime. C'est d'ailleurs l'essence des forces de police notamment que d'incarner la force dite légitime. Celle qu'on est moralement en droit d'opposer à un individu ou un groupe qui ne respecte pas un certain contrat social cristallisé dans le droit. L'enjeu au cœur de la question de la démocratie, c'est de poser comme principe que c'est ultimement au peuple de décider de ce que contient ce droit. Autrement, on risque la dérive tyrannique, auquel cas le recours à la force du peuple devient de facto légitime. Mon objectif premier, c'est effectivement d'éviter toute violence, quand bien même elle serait simplement matérielle. Mais franchir le pas de dénoncer toute violence sans s'interroger sur leur légitimité, comme le font actuellement nos politiciens, c'est pas appeler la raison comme ils cherchent à le faire croire, c'est appeler à la servilité. On nous demande en fait de rester sages et les laisser tranquilles pendant qu'ils mènent une politique contraire à celle qu'on attend d'eux, et qui nous oppose depuis des décennies du mépris quand on cherche à se faire entendre pacifiquement. L'usage de la force est ici légitime, et s'il faut bien sûr y trouver des solutions, c'est au gouvernement de le faire en respectant pour une fois le principe de démocratie. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA.